L'histoire de Sonia Ivanov est tragique et marquée par un enchaînement de découvertes macabres, de mensonges et de déceptions. Lorsqu'elle disparaît mystérieusement en avril 2003 à Nome, en Alaska, la ville, jusqu'alors paisible, est plongée dans un tourbillon de mystère. Une enquête qui aurait dû faire la lumière sur sa disparition se transforme rapidement en un enchevêtrement de secrets, où les autorités locales sont suspectées d'avoir couvert un criminel bien plus proche de la communauté qu'on ne l'aurait imaginé. La révélation finale secoue tout le système local. Un policier, Matthew Owens, va progressivement devenir le principal suspect, et son implication dans le meurtre de Sonia va exposer un réseau de corruption, de violence et de silence dans les rangs de la police. Voici l'histoire de Sonia Ivanov, une victime innocente, et de la descente aux enfers d'un système censé protéger les citoyens. Cette histoire a eu lieu en 2003 et ressemble à un véritable film d'horreur. Les habitants de la petite ville de Nome, située sur la côte ouest de l'Alaska, ont été choqués lorsqu'ils ont découvert le corps de Sonia Ivanov, une habitante locale de 19 ans, retrouvée à l'extérieur de la ville. À l'époque, la population de Nome était d'environ 3000 habitants, et tout le monde se connaissait bien. Cette terrible découverte a poussé les habitants à se demander à quel point ils connaissaient réellement leurs voisins, amis et collègues. Après tout, peut-être que le tueur était l'un d'entre eux. Sonia Doranichuk Ivanov était née le 13 avril 1984 à Unalakleet, en Alaska. Elle était l'une des 6 enfants de ses parents et faisait partie du peuple indigène Iñupiat, l'un des peuples esquimaux. Après avoir excellé à l'école, Sonia s'était mise en tête de poursuivre ses études. Ayant grandi dans un endroit où le climat est difficile, elle rêvait de s'installer à Hawaï, mais pour cela, elle avait besoin d'argent, qu'elle comptait gagner par ses propres moyens. En 2002, Sonia quitte sa ville natale, Unalakleet, où vivaient environ 600 personnes, pour s'installer à Nome. Là, elle obtient un emploi de secrétaire à l'hôpital local et commence à économiser pour son voyage à Hawaï. En février 2003, Sonia devait enfin partir pour Hawaï, mais ses plans ont été brisés quelques semaines avant son départ. Après avoir déménagé à Nome, Sonia commence à vivre dans la même chambre que son amie Tamer. Le soir du 10 avril 2003, ils sortent ensemble pour retrouver leurs autres amis. Peu après 1h du matin, Sonia rentre chez elle, tandis que son amie Tamer décide de rester un peu plus longtemps pour s'amuser avec ses amis. Étant donné que les habitants de Nome se connaissaient tous, personne ne s'inquiétait de la sécurité de Sonia lorsqu'elle rentra chez elle. Cependant, en revenant chez elle, Tamer découvre que Sonia n'est pas dans sa chambre. Le matin, il commence à appeler ses amis et collègues pour savoir où elle pourrait être, mais aucun d'entre eux ne savait où elle se trouvait. Il existe des gens qui croient toujours au mieux jusqu'au bout, et Tamer en faisait partie. Il n'a pas signalé la disparition de Sonia avant 5h16 le 12 avril, soit environ 40 heures après sa disparition. La police a alors lancé une enquête et a examiné la chambre de Sonia, trouvant ses biens personnels et des documents. Cela a permis de conclure que Sonia ne pouvait pas simplement avoir quitté la ville. Le 13 avril, l'enquête a commencé, impliquant des policiers locaux ainsi que des volontaires. Ce même jour, à 8h30 du matin, l'une des équipes d'enquête a trouvé la tête de Sonia près d'un bâtiment de gravier, à l'extérieur de la ville. À ce moment-là, le bureau de la police locale comptait 8 personnes, un chef et 7 policiers dans différents postes. Tous avaient en commun de ne pas avoir d'expérience en matière d'enquête. Conscient de cela, le chef de la police de Nome a sollicité l'aide de la police d'Anchorage. Une équipe d'enquêteurs et de spécialistes a été envoyée. En attendant leur arrivée, les policiers locaux ont fait de leur mieux pour préserver l'intégrité de la scène. La pluie arrivant, ils ont décidé de couvrir la tête de Sonia avec une bâche. De nombreuses photos ont été prises, au cas où la pluie détruise des preuves importantes. Le 14 avril, les policiers d'Anchorage sont arrivés sur place et ont immédiatement commencé leur travail. Le corps de Sonia était nu. À l'exception de la chaussure sur son pied gauche, elle ne portait rien d'autre. Aucun vêtement ni objet personnel n'ont été retrouvés. Lors de l'enquête initiale, les scientifiques ont découvert une blessure par balle cachée sous ses cheveux. Une fois le travail terminé, le corps a été envoyé pour une autopsie. L'autopsie a déterminé que la cause du décès était une blessure par balle à l'arrière de la tête. Bien que le corps soit nu, il n'y avait aucun signe d'intercours sexuel avant la mort, ni de blessure défensive. La balle, retirée de sa tête, avait été tirée à proche distance, ce qui faisait ressembler cette mort à une exécution. Lors de l'examen des éléments reçus par les policiers d'Anchorage,
ces derniers ont interviewé les amis et collègues de Sonia pour déterminer qui pourrait avoir voulu lui faire du mal. Cependant, cela n'a rien donné, car Sonia n'avait de conflit avec personne et semblait bien s'entendre avec tout le monde. Plus le temps passait, plus la tension grandissait parmi les habitants de la ville. Il semblait que le meurtrier était peut-être une personne bien connue, qui continuait à vivre parmi eux, sans que personne ne sache qui elle était. 6 semaines après la mort de Sonia, le 23 septembre 2003, une voiture de patrouille, portant le numéro 321, a été volée dans la station de police locale. L'officier Byron Redburn, à qui elle avait été assignée, a décidé de conduire sa propre voiture autour de la ville et dans les zones environnantes à la recherche de la voiture de patrouille volée. Il le fit de nuit, pensant que si des adolescents volaient la voiture pour s'amuser, ils allumeraient probablement les feux de police, ce qui la rendrait visible de loin. L'officier Redburn, équipé d'un walkie-talkie réglé sur la fréquence de la police, entendit vers 3h30 du matin l'appel de son collègue l'officier Owens, qui était en service ce soir-là. Owens rapporta avoir trouvé la voiture volée près de l'une des minées. Lorsqu'il tenta d'approcher, il fut tiré dessus. Redburn se précipita immédiatement pour aider son collègue et, lorsqu'il arriva sur les lieux, il trouva Owens effrayé mais indemne. Le tireur, quant à lui, avait réussi à s'échapper, laissant derrière lui la voiture de patrouille volée avec le numéro 321. Quelques minutes plus tard, d'autres policiers arrivèrent sur les lieux et l'enquête commença. Un hélicoptère fut déployé pour tenter de localiser l'individu responsable du vol et de l'attaque, mais la recherche s'avéra infructueuse. Cependant, un détail particulier attira l'attention des enquêteurs. La voiture de patrouille avait la fenêtre du côté conducteur cassée. Mais le plus important était l'enveloppe trouvée sur le siège passager. À l'intérieur, les enquêteurs découvrirent le pass de travail de Sonia avec son nom et sa photo, ainsi qu'une lettre menaçante. Parmi les mots écrits, il y avait des messages tels que « Pig, j'adore les policiers, j'adore tous vous. Sonia n'était qu'une personne au mauvais endroit au mauvais moment. Chacun d'entre vous doit être plus prudent. Je regarde tous vos mouvements. Vous me laissez tranquille, je vous laisserai tranquille. Je vous tirerai dans la tête si vous vous approchez. » Cette lettre laissait entendre que l'auteur savait exactement ce qui s'était passé, impliquant directement Sonia dans l'affaire. Aucune empreinte, aucun ADN et aucune autre preuve n'ont été retrouvées sur l'enveloppe. L'auteur de cette lettre a clairement indiqué aux policiers qu'ils devaient arrêter l'enquête, ce qui a renforcé la conviction qu'une personne de la communauté locale, quelqu'un de connu de tous, était probablement responsable de la disparition et de la mort de Sonia. Cette découverte a semé la méfiance parmi les habitants, qui ont commencé à douter de la loyauté de leurs propres voisins, amis et collègues. Le 24 septembre 2003, une autre lettre menaçante a été retrouvée dans une voiture de police abandonnée. Le mystère s'épaissit alors que la population commençait à perdre confiance dans l'intégrité des autorités locales. Pour comprendre ce qui s'était passé, il fallait revenir à la nuit où Sonia est rentrée chez elle seule. Aux alentours de 2h30 du matin, le 11 avril 2003, Florence Abro et sa sœur Danette, se trouvant sur le perron de la maison de leur mère, ont aperçu une personne marchant au loin. C'était Sonia. Elles l'ont vue marcher à environ 5 mètres devant elle. Quelques instants plus tard, un véhicule s'est arrêté près de Sonia. Il s'agissait d'un véhicule de police, marqué comme tel. Les sœurs ont vu Sonia entrer dans le véhicule pendant que la fenêtre passante était baissée. Quelques instants après, la porte du véhicule s'est ouverte, et Sonia est montée à bord. Personne ne l'a vue vivante après cet instant. Le 14 avril, les policiers ont officiellement confirmé que le corps retrouvé près de la forêt appartenait bien à Sonia Ivanov. Florence, qui savait qu'elle et sa sœur avaient vu Sonia entrer dans un véhicule de police cette nuit-là, a hésité avant de contacter les autorités. Elle avait peur que, si elle signalait l'incident, elle et sa sœur risquaient de subir le même sort que Sonia. Mais, pensant qu'elle devait dénoncer l'événement, Florence a finalement appelé la police et leur a rapporté ce qu'elle avait vu. Pendant 3 semaines, Florence a vécu dans un état constant d'anxiété, car aucune suite n'avait été donnée à son témoignage. Elle n'avait pas été contactée, ni interviewée par les autorités, ce qui n'a fait qu'amplifier sa méfiance envers la police. Ce n'est qu'au bout de 3 semaines, lorsqu'un enquêteur de l'Encourage s'est rendu chez elle, qu'une enquête formelle sur l'incident a été ouverte. La raison pour laquelle Florence n'a pas été interrogée plus tôt demeure floue. Il semble que son témoignage ait été mis de côté à cause de téléphones surchargés et d'un manque d'organisation. Mais cette nouvelle information a radicalement changé le cours de l'enquête. Les pistes ont désormais conduit directement à la station de police, où, en plus du chef de la police, il y avait 7 autres employés.
La découverte du lien entre Sonia et le véhicule de police a fait naître une nouvelle théorie. Une personne bien connue de la communauté était probablement impliquée dans cette tragédie, et la vérité pourrait se trouver bien plus près qu'on ne l'imaginait. La suspicion s'intensifiait à mesure que l'enquête progressait. Chaque réponse obtenue ne faisait qu'ouvrir la voie à davantage de questions. Tous les policiers locaux ont été écartés de l'enquête sur la mort de Sonia. Il était devenu crucial de découvrir quels policiers parmi les 8 locaux avaient interagi avec Sonia avant sa mort. Après quelques investigations, 2 suspects ont été identifiés. Les officiers Matthew Owens et Stan Pescoia étaient tous deux de service la nuit de la disparition de Sonia. Lors de l'interrogatoire, Owens et Pescoia ont nié toute interaction avec Sonia cette nuit-là. Pour clarifier la situation et déterminer lequel des deux mentait, les policiers ont été invités à passer un test de polygraphie. Le test était prévu pour le 24 septembre et devait se dérouler à Anchorage. Owens et Pescoia étaient d'accord pour le test et devaient prendre l'avion pour Anchorage ce jour-là. Cependant, le 23 septembre, un véhicule de police a été volé et découvert par l'officier Owens, qui a déclaré avoir été tiré dessus plusieurs fois par le suspect. Le 24 septembre, Stan Pescoia a pris l'avion et est allé à Anchorage où il a passé le test de polygraphie sans problème. Owens, ayant besoin d'un jour pour récupérer après avoir été tiré la veille, n'a pas pris l'avion ce jour-là. Cela a conduit à faire de Matthew Owens le suspect principal. Les enquêteurs se sont alors concentrés sur lui. Un nouveau test de polygraphie a été organisé pour le 28 septembre, et Owens a échoué. Lorsqu'on lui a demandé de reconstruire la chronologie des événements de la nuit où Sonia avait disparu, Owens a commencé à donner des témoignages contradictoires. Les interviews menées ont révélé que personne en ville ne l'avait vu entre minuit 53 et 2h50. Une reconstitution des événements de la nuit du 23 septembre a été menée pour comprendre ce qui s'était passé lorsqu'Owens a trouvé la voiture volée et a affirmé avoir été tiré dessus. Cependant, Owens a continué à donner des témoignages incohérents et à être confus sur les détails, ce qui a amené les enquêteurs à conclure que l'incident avait été fabriqué. Le 23 septembre, alors qu'il était au travail et sachant qu'il allait passer le test de polygraphie, Owens, convaincu qu'il allait échouer, a profité de son accès aux clés de voiture de patrouille pour voler un véhicule qui appartenait à un autre policier. Il a organisé cette mise en scène pour détourner la suspicion de lui-même et éviter de se rendre à Anchorage pour le test pour une raison valable. Les enquêteurs, après avoir analysé la lettre trouvée dans la voiture de police volée, ont conclu que l'auteur de la lettre avait délibérément utilisé l'expression « les cochons » pour faire croire à tout le monde que le tueur n'était pas un policier. En fin de compte, seulement 2 personnes, Stan Pescoia et Matthew Owens, avaient des motifs pour détourner la suspicion d'eux-mêmes. Cependant, comme l'officier Pescoia avait pris l'avion pour Anchorage pour passer son test, il n'y avait que Matthew Owens qui semblait chercher à se disculper. Lorsque le corps de Sonia a été retrouvé, Matthew Owens, malgré le fait qu'il avait passé la journée ailleurs, est apparu sur la scène de crime sans raison apparente. L'information concernant la découverte du corps de Sonia n'a pas été transmise par les canaux de communication officiels de la police, dans l'espoir qu'elle se répande spontanément dans la ville. Lors de l'enquête, ni les collègues de travail de Sonia ni ceux qui ont trouvé son corps n'ont évoqué cette découverte à Owens, et pourtant, il est apparu sur la scène du crime. Après avoir interrogé son ex-femme, les détectives ont appris un autre détail important. Elle a révélé qu'au 12 avril, Matthew Owens l'avait appelé pour lui demander de récupérer leur fils de 4 ans, qu'il devait surveiller ce jour-là, tôt le matin. La conversation s'est déroulée à 4h30 du matin, et Owens avait expliqué qu'il devait aller travailler tôt parce qu'une disparition de jeune fille avait eu lieu dans la ville. Il est important de noter que cette conversation a eu lieu avant même que l'ami de Sonia ne rapporte sa disparition. Owens a prétendu que sa femme ne se souvenait pas de la date exacte de leur conversation concernant Sonia, mais cela semble douteux puisqu'elle se souvient que c'était le jour de son anniversaire. Le 25 octobre 2003, Matthew Owens, âgé de 28 ans, a été arrêté. Peu après, il a été renvoyé de la police et inculpé dans l'affaire de la mort de Sonia Ivanov. Il a été emprisonné avec des preuves physiques en lien avec le vol de la voiture de patrouille. Il a continué de clamer son innocence. Après son arrestation, plusieurs femmes ont contacté la police pour signaler que Owens avait abusé de sa position officielle. Pendant son service, il les aurait forcées à avoir des relations intimes, les menaçant de violence et leur ordonnant de ne pas porter plainte, car la station de police le couvrait et préférait croire un policier plutôt qu'une femme indigène. Toutes les victimes de ces abus avaient 2 points communs, elles étaient indigènes et ivres au moment de l'incident. À la suite de l'enquête, il est apparu que la station de police locale avait régulièrement ignoré les rapports de violence.
En conséquence, 2 femmes, déçues par les actions de Matthew Owens et par l'inaction générale de la station de police, ont porté plainte contre la ville de Nome. Les 2 affaires ont été classées sans suite. Cela a conduit les enquêteurs à spéculer que, la nuit de la disparition de Sonia, Owens aurait eu un comportement suspect. Peut-être qu'il aurait proposé à Sonia de la raccompagner chez elle, expliquant ainsi pourquoi elle serait montée dans le véhicule. Toutefois, il est aussi possible qu'il ait pointé une arme à feu sur elle et l'ait forcée à entrer à l'intérieur. Cependant, contrairement aux victimes précédentes, Sonia n'était pas en état d'ivresse. Il est probable qu'elle ait refusé d'obéir à Owens et n'ait pas voulu satisfaire ses demandes. Craignant qu'elle ne le dénonce, Owens aurait décidé de l'enlever. En ayant une certaine expérience dans l'enquête criminelle, il savait qu'il ne devait pas laisser de traces de son ADN sur ses vêtements. C'est ce qu'ont conclu les enquêteurs. Owens lui-même n'a jamais avoué son crime. Lors de l'enquête, il a été révélé qu'il avait été vu dans un camp de chasse peu après la mort de Sonia, où il semblait brûler des objets. Les documents judiciaires montrent que la police a fouillé le site et y a trouvé des éléments pertinents, tels que des vêtements et des chaussures correspondant à ceux que Sonia portait le soir où elle a disparu. Aussi retrouvée sur le site de l'enquête, il y avait une clé qui ressemblait à celle de la maison où Sonia vivait. Cependant, à cause de l'intense déformation causée par le feu, les experts n'ont pas pu affirmer avec certitude que c'était la même clé. Lors de l'enquête, Owens a déclaré au chef de la police de Nome qu'il ne connaissait pas Sonia, mais au moins 7 témoins ont affirmé le contraire. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Bien entendu, Owens n'a pas utilisé son pistolet de service pour commettre le meurtre. De plus, selon les documents judiciaires, la lettre menaçante retrouvée dans la voiture de police volée avait été imprimée sur un papier de printemps, auquel Owens avait accès. Le 6 décembre 2005, un jury a unanimement déclaré Matthew Owens coupable du meurtre de Sonia Ivanov et l'a condamné à 99 ans de prison. En outre, il a reçu 2 ans supplémentaires pour obstruction à la justice en lien avec la fraude du vol de la voiture de patrouille. Après 34 ans, il sera éligible pour demander une libération conditionnelle. En 2007, la législature de l'Alaska a voté l'acte Sonia Ivanov, qui établit une peine maximale de 99 ans de prison pour les policiers ayant commis un meurtre de premier degré dans l'exercice de leurs fonctions. Owens a tenté de faire appel, mais tous ses efforts pour obtenir la libération conditionnelle ont échoué. L'histoire tragique de Sonia Ivanov nous rappelle qu'au-delà des chiffres et des enquêtes, chaque disparition est une vie perdue, un futur volé. Ce cas met en lumière la complexité des enquêtes criminelles et la manière dont le système peut parfois faillir à protéger ceux qu'il est censé servir. L'affaire Owens a non seulement révélé des failles dans la police, mais aussi la profondeur de la méfiance qui peut s'installer dans une petite communauté lorsque des secrets sont gardés trop longtemps. Sonia était plus qu'une victime, elle est devenue, malgré elle, le symbole d'une lutte pour la vérité dans un environnement où la corruption et le silence régnaient en maître.